Il était une fois un homme qui avait 8 fils. Par ailleurs, il ne représentait rien de plus qu'une virgule sur la page de l'histoire. Triste constat, c'est hélas tout ce qu'on trouve à dire sur certains individus. Mais le 8e fils grandit, se maria et engendra 8 fils. Et parce qu'il n'existe qu'une seule profession idoine pour un 8e fils de 8e fils, son cadet devint mage. Il devint aussi sage et puissant en tout cas, porta un chapeau pointu et on en serait resté là. Mais en dépit de la tradition de la magie et certainement contre toute raison, excepté les raisons du cœur qui sont enflammées, embrouillées et disons-le déraisonnables, il déserta les écoles de magie, tomba amoureux et se maria, pas nécessairement dans cet ordre-là. Et il eut 7 fils, chacun d'entre eux au moins aussi puissant dès le berceau que n'importe quel mage au monde. Puis il en eut un 8e, un mage au carré, une source de magie, un sourcelier. L'orage d'été grondait tout autour des falaises sableuses. Loin en contrebas, la mer suçotait les galets comme un vieillard pourvu d'une seule dent à qui on a donné un bonbon acidulé. Des mouettes se laissaient paresseusement porter au gré des courants ascendants, dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Et le doyen des mages, assis parmi les armeries maritimes et les rupis bruyantes au bord de la falaise, berçait l'enfant dans ses bras, le regard fixé sur l'océan. Un nuage noir bouillonnait tout là-bas. Il venait vers la terre, et la lumière qu'il poussait devant lui avec cette consistance épaisse de sirop, annonciatrice de tempêtes franchement sérieuses. Un silence soudain dans son dos le fit se retourner, et il leva les yeux rougis de larmes vers une haute silhouette encapuchonnée, vêtue d'une robe noire. « Ipslore le rouge ?» s'enquit la silhouette. La voix était aussi caverneuse qu'une grotte, aussi dense qu'une étoile à neutrons. Ipslore se fendit d'un sourire affreux de qui succombe brusquement à la folie et offrit l'enfant à l'examen de la mort. « Mon fils, dit-il, je vais t'appeler Thune. »« Un nom qui en vaut un autre, » fit poliment la mort. Ses orbites vides se baissèrent sur un petit visage rond nimbé de sommeil. Quoi qu'il en dise la rumeur, la mort n'est pas cruelle, seulement très, très efficace dans son travail. « Vous avez pris sa mère, dit Ipslore. Une simple constatation sans rancœur visible. Dans la vallée derrière les falaises, la demeure d'Ipslore n'était plus qu'une ruine fumante, et le vent qui se levait éparpillait déjà les cendres fragiles parmi les dunes chuintantes. « C'est une crise cardiaque qui l'a tué, » fit la mort. « Il y a des façons de mourir bien pire, moi je te le dis. » Ipslore tourna un regard aigri vers la mer. « Toute ma magie n'a rien pu faire pour la sauver, dit-il. » Il est des domaines où même la magie ne peut agir. « Et maintenant, vous venez pour l'enfant ? » Non, l'enfant a sa propre destinée. Je suis venu pour toi. Ah ! Le mage se mit debout et tendit délicatement le bébé sur l'herbe clairsemée et ramassa un long bourdon qui attendait là. L'objet était fait de métal noir, couvert d'un réseau de sculptures d'or et d'argent qui témoignait d'un manque de goût aussi onéreux que sinistre. Le métal, c'était de l'octefer, intrinsèquement magique. « C'est moi qui l'ai fait, vous savez. Ils disaient tous qu'on ne pouvait pas faire un bourdon en métal, qu'il fallait du bois, mais ils avaient tort. J'ai mis beaucoup de moi-même dedans. Je le lui donnerai. » Il fit amoureusement courir ses mains sur son œuvre qui émit une modulation légère. Il répéta presque pour lui seul. J'ai mis beaucoup de moi-même dedans. C'est un bon bourdon. Ipslore le brandit en l'air et baissa les yeux sur son 8e fils qui gazouilla. « Elle voulait une fille, dit-il. » La mort haussa les épaules. Ipslore lui lança un regard où se mêlaient l'ahurissement et la rage.
Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? C'est le 8e fils d'un 8e fils d'un 8e fils. Répondit inutilement la mort. Le vent faisait claquer sa robe, poussait les nuages noirs dans le ciel. Et c'est-à-dire ? Un sourcelier, tu le sais bien. Le tonnerre gronda comme pour lui donner la réplique. C'est quoi sa destinée ? Cria Ipslore par-dessus la tempête qui se levait. La mort haussa encore les épaules, un mouvement qu'il exécutait bien. Les sourceliers forgent leur propre destinée. Ils touchent à peine terre, ils l'effleurent. Ipslore s'appuya sur le bourdon, tambourina des doigts dessus, comme perdu dans le dédale de ses pensées. Son sourcil gauche se contracta. « Non, dit-il doucement. Non. C'est moi qui vais la lui forger sa destinée. Je te le déconseille. Taisez-vous et écoutez ce que je vous dis. Ils m'ont chassé avec leurs livres, leurs rituels et leurs traditions. Ils se prétendaient mages et ils avaient moins de magie dans tout leur corps, plein de graisse, que moi dans mon petit doigt. Banni, moi, pour avoir montré que j'étais humain. Qu'est-ce qu'ils seraient les humains sans amour ? Une espèce rare. Dit la mort. Mais quand même. Écoutez, ils nous ont repoussés jusqu'ici, au bout du monde, et c'est ça qui l'a tué ma femme. Ils ont voulu me confisquer mon bourdon. Ipslore hurlait par-dessus les sifflements du vent. Mais il me reste encore du pouvoir, grogna-t-il. Et moi, je dis que mon fils finira à l'université invisible, qu'il portera le chapeau d'archichancelier et que tous les mages du monde s'inclineront devant lui, et il leur montrera ce qu'ils ont au fond de leur cœur de lâche, de rapace. Il montrera au monde sa vraie destinée, et il n'y aura pas de magie plus grande que la sienne. Non. Par un étrange phénomène, la mort, lâchée calmement, avait retenti plus fort que les rugissements de la tempête. D'un coup, il ramena momentanément Ipslore à la raison. Le mage se balança d'avant en arrière, indécis. « Quoi ?» fait-il. « J'ai dit non. Rien n'est définitif. Rien n'est absolu, sauf moi, évidemment. Jouer comme ça avec le sort risquerait de conduire le monde à sa perte. Il faut laisser une chance, même petite. Les juristes du destin exigent une échappatoire dans chaque prophétie. » Ipslore fixa le visage implacable de la mort. « Faut-il que je leur donne une chance ?» Oui. Tap, 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 firent les doigts d'Ipslore sur le métal du bourdon. « Alors ils auront leur chance, dit-il, le jour où il gèlera en enfer. » Non, je ne suis pas autorisé à t'éclairer, même indirectement, sur les températures qui ont cours dans l'autre monde. Alors, Ipslore hésita. Alors ils auront leur chance le jour où mon fils se débarrassera de son bourdon. Aucun mage ne se débarrasse de son bourdon, dit la mort. Le lien est trop fort. Mais c'est possible, vous devez le reconnaître. La mort réfléchit. Devoir n'était pas un mot qu'il avait l'habitude d'entendre, mais il parut se ranger à l'argument. Je le reconnais, dit-il. C'est une chance assez petite pour vous. Suffisamment moléculaire. Ipslore se défendit un peu. D'une voix quasi normale, il reprit. Je ne regrette rien, vous savez. Je recommencerai pareil s'il fallait. Les enfants, c'est l'espoir pour l'avenir. Il n'y a pas d'espoir pour l'avenir, dit la mort. Il y a quoi alors? Moi. À part vous, je veux dire... La mort lui jeta un regard étonné. Je te demande pardon? Les hurlements de la tempête atteignirent leur paroxysme au-dessus d'eux. Une mouette passa en marche arrière. Je voulais savoir, fit amèrement Ipslore, qu'est-ce qu'il y a en ce monde qui donne son prix à la vie? La mort examina la question. Les chats, dit-il enfin. C'est bien, les chats. Je vous maudis, Tu n'es pas le premier. fit la mort d'un ton égal. Combien de temps me reste-t-il? La mort sortit un gros sablier des replis secrets de sa robe. Des barreaux noirs et or cerniaient les deux ampoules. Et le sable était presque entièrement passé dans celle du bas. Oh, à peu près 9 secondes. Ipslore se redressa de toute sa hauteur encore impressionnante
et tendit le bourdon de métal luisant vers l'enfant. Une main comme un petit crabe rose sortit de la couverture et l'agrippa. « Alors, que je sois le premier et dernier mage dans l'histoire du monde à léguer son bourdon à son 8e fils, dit-il d'une voix lente et sonore, et je lui ordonne de s'en servir. » Je me dépêcherai si j'étais Tais-toi. toi. Au maximum, dit Ipslore, qu'il devienne le plus puissant. La foudre hurla depuis le cœur du nuage, s'abattit sur la pointe du chapeau d'Ipslore, lui crépita d'un bout à l'autre du bras, fusa le long du bourdon et frappa l'enfant. Le mage disparut dans une volute de fumée. Le bourdon rayonna d'une chaleur verte, puis blanche, puis tout bonnement rouge. L'enfant souriait dans son sommeil. Lorsque l'orage se fut calmé, la mort se pencha lentement et ramassa le bébé qui ouvrit les yeux. Il luisait d'un éclat doré et venait de l'intérieur. Pour la première fois de ce qu'il faut bien appeler sa vie, faute d'un meilleur mot, la mort se trouva face à un regard fixe qu'il avait du mal à retourner. Les yeux avaient l'air de se concentrer sur un point à plusieurs centimètres de son crâne. « Je n'avais pas prévu ça, » fit la voix d'Ipslore depuis le néant. « Il est blessé ?» Non, La mort s'arracha à la contemplation du sourire frais, entendu, de l'enfant. il avait le pouvoir en lui. C'est un sourcelier. Il survivra à bien pire. N'aie crainte. Et maintenant, tu vas me suivre. Non. Si, tu es mort, tu vois. La mort regarda à la ronde, en quête de l'ambre tremblotante d'Ipslore, et ne parvint pas à la trouver. Où es-tu? Dans le bourdon. La mort s'appuya sur sa faux et soupira. Ridicule. Je pourrais te déloger facilement d'un coup de ma lame. Pas sans détruire le bourdon, fit la voix d'Ipslore dans laquelle la mort crut reconnaître des accents nouveaux, mais prononcés de triomphe. Et maintenant que l'enfant l'a accepté, vous ne pouvez pas détruire le bourdon sans le détruire lui. Et ça, vous ne pouvez pas le faire sans fausser le destin. Mon dernier tour de magie, pas trop mal, on dirait. La mort poussa le bourdon du doigt. L'objet crépita et des étincelles rampèrent de manière obscène sur toute sa longueur. Curieusement, la mort ne se sentait pas particulièrement en colère. La colère est une émotion. L'émotion requiert des glandes, et la mort n'avait guère de rapport avec les glandes. Il fallait vraiment le pousser à bout pour qu'il se mette en rogne. Il était cependant légèrement embêté. Il poussa un nouveau soupir. Les gens tentaient sans arrêt des coups dans ces goûts-là. D'un autre côté, ce serait intéressant à suivre, et quand même un peu plus original que l'habituelle partie d'échecs symbolique que la mort redoutait toujours, parce qu'il n'arrivait jamais à se rappeler comment le cavalier était censé se déplacer. Tu ne fais que retarder l'inévitable, dit la mort. Comment as-tu guidé les pas de tes autres fils? Et tu espères y gagner quoi exactement? Dit-il. Fils. Je les ai fichus dehors. Ils se sont permis de discuter avec moi. Ils ne voulaient pas écouter ce que je pouvais leur apprendre. Mais celui-là m'écoutera. Et quand il sera prêt, je guiderai ses pas. Il n'existe pas d'analogie pour décrire le déplacement de la grande Atuin, la tortue du monde, dans la nuit galactique. Quand on fait 15 000 km de long, qu'on a la carapace grêlée de cratères météoriques et nappée de glace cométaire, on ne ressemble forcément à rien d'autre qu'à soi-même. Aussi, la grande Atuin nageait-elle lentement dans les grands fonds interstellaires comme la plus grosse tortue qu'on ait jamais vue. Elle portait sur sa carapace les 4 formidables éléphants dont les os soutenaient le vaste cercle étincelant bordé d'une cataracte du disque-monde, lequel doit son existence à une quelconque aberration invraisemblable sur la courbe de la probabilité, ou bien à ce que les dieux apprécient une bonne blague comme tout à chacun. Davantage que tout un chacun, d'ailleurs. Près des rivages de la mer circulaire, dans l'ancienne et tentaculaire cité d'Ankh-Morpok, sur une saillie très haute à l'intérieur de l'université invisible, un chapeau reposait sur un coussin de velours. Un bon chapeau.
un magnifique chapeau. Un chapeau pointu, bien entendu, et à bord flottant, mais une fois réglés ces détails élémentaires, le styliste était vraiment passé aux choses sérieuses. Il avait ajouté à la dentelle d'or des perles, des bandes de pure vermine, des cailloux de l'encre étincelants, quelques paillettes d'un incroyable mauvais goût et, ce qui en disait long, un cercle d'octarines. Comme elles ne se trouvaient pas pour l'instant dans un puissant champ magique, elles ne rayonnaient pas et elles avaient l'air de diamants de second choix. Le printemps était arrivé à Ankh-Morpork. On ne s'en rendait pas immédiatement compte, mais certains signes ne trompaient pas les connaisseurs. Par exemple, l'écume de l'Ankh, cette grande voie navigable large et indolente qui servait à la cité double de réservoir, d'égouts et régulièrement de morgue, avait pris une teinte verte particulièrement irisée. Les toits de guingois de la ville bourgeonnaient des matelas et traversins des habitants qui mettaient à l'air leurs literies d'hiver dans la lumière pâle du soleil. Et au fond des caves, au relent de moisis, les poudres se tordaient et gémissaient sous la poussée de la sève desséchée qui répondait à l'appel ancestral des racines et de la forêt. Les oiseaux nichaient parmi les gouttières et les avant-toits de l'université de l'invisible. Il est cependant à noter que, malgré la surpopulation des sites de nidification, jamais il n'élisait domicile dans les gueules obligeamment ouvertes des gargouilles qui bordaient les toitures, à la grande déception des dites gargouilles. Une espèce de printemps était même arrivé jusque dans l'antique université. Ce soir, ce serait la veille des petits dieux et on allait élire un nouvel archichancelier. Enfin, pas exactement élire, parce que les mages refusaient d'entendre parler de ces histoires de vote qui manquaient de tenue. Il était d'ailleurs notoire que seule la volonté des dieux désignait les archichanceliers, et cette année il y avait fort à parier qu'il s'arrangerait pour désigner le vieux Verdurin Lamerlois, un brave bonhomme qui attendait patiemment son tour depuis des années. L'archichancelier de l'université de l'invisible était le chef officiel de tous les mages du disque. Dans un passé lointain, le titre revenait aux plus puissants d'entre eux, mais les temps s'étaient beaucoup calmés depuis, et, pour être honnête, les vieux mages inclinaient à considérer la vraie magie indigne de leurs conditions. Ils avaient tendance à lui préférer la gestion, plus sûre et presque aussi drôle, et les dîners de gala. Ainsi donc s'écoulait le long après-midi. Le chapeau reposait sur son coussin aux couleurs fanées dans les appartements de Lamerlois, lequel se savonnait la barbe, assis dans sa baignoire devant le feu. D'autres mages somnolaient dans leur cabinet de travail ou effectuaient une petite promenade dans les jardins afin de s'ouvrir l'appétit en vue du banquet du soir. On estimait généralement qu'une douzaine de pas suffisait amplement. Dans la grande salle, sous les regards peints ou sculptés de 200 précédents archichanceliers, le personnel, sous les ordres du maître d'hôtel, installait les longues tables et les bancs. Dans le labyrinthe voûté des cuisines, l'imagination se débrouillera bien toute seule à partir des données suivantes. Beaucoup de graisse, de chaleur et de cris, des cuves de caviar, des bœufs entiers rôtis, des chapelets de saucisses tendus d'un mur à l'autre, comme des chaînes de papier. Le chef en personne à l'ouvrage dans l'une des chambres froides, qui met la touche finale à une maquette de l'université façonnée, pour une raison inexplicable, dans du beurre. Ça le prenait chaque fois qu'on organisait un banquet. Des signes de beurre, des maisons de beurre, des ménageries entières toutes jaunes, grasses et rances. Et ça lui faisait tellement plaisir que personne n'avait le cœur de lui dire d'arrêter. Dans son propre dédale de cave, le sommelier rôdait parmi ses tonneaux, décantait et goûtait. Le sentiment d'impatience qui flottait dans l'air avait même gagné les corbeaux de la Tour de l'Art, bâtiment de 250 mètres de haut, la plus ancienne construction du monde, à ce qu'on disait. Ces pierres croulantes arboraient des forêts miniatures, vigoureuses, bien au-dessus des toits de la ville. Des espèces entières de scarabées et de petits mammifères s'étaient développées à son sommet et, comme personne n'y montait souvent à cause de son penchant déplorable à tanguer au vent, les corbeaux disposaient de l'édifice pour eux tout seuls. Pour l'heure, ils volaient autour, en proie à une certaine agitation, comme des moucherons avant l'orage. Ce serait une bonne idée qu'en dessous,
on remarque leur manège. Quelque chose d'horrible était sur le point de se produire. Vous vous en doutiez, non? Vous n'êtes pas le seul. Qu'est-ce qui leur prend? Cria Rincevent par-dessus le vacarme. Le bibliothécaire se baissa subitement devant un grimoire relié cuir qui fusait de son rayonnage avant de s'arrêter d'une secousse en bout de chaîne au beau milieu de son vol. Puis il plongea, roula sur lui-même et atterrit sur un exemplaire du Disco verte de la démonoslogie de Maléfico qui tabassait consciencieusement son lutrin. « Wouk !» fit-il. Rincevent se colla l'épaule contre le rayonnage animé de tremblements et, des genoux, força les volumes froufroutants à réintégrer leur place. Le bruit était terrible. Les livres de magie jouissent d'une sorte de vie propre. Certains même en abusent franchement. Par exemple, la première édition du Necrotélie Connicon, entre les plaques de fer, l'art veritabile de Lévitation refuse de descendre des chevrons du plafond depuis 150 ans. Le compendium de magie de Geforge ne quitte pas sa cuve de glace dans une pièce réservée à lui seul, et une règle stricte s'impose, qu'il ne soit lu que par des mages âgés de plus de 80 ans, voire, si possible, morts. Mais même les grimoires et incunables courants des principaux rayonnages montraient autant d'agitation, autant d'affolement que les occupants d'un poulailler quand un intrus puant gratte sous la porte. D'entre les couvertures closes s'échappaient des raclements assourdis comme des coups de griffe. « Qu'est-ce que tu dis ?» brailla Rincevent. « Ouuk !» D'accord. Rincevent, bibliothécaire, adjoint honoraire, n'avait guère dépassé le stade du classement de base et de l'approvisionnement en bananes, et force lui en était d'admirer la façon dont son supérieur se déplaçait d'un pas tranquille parmi les rayonnages frémissants, laissait courir ici une main de cuir noir sur une reliure tremblante, rassurait ailleurs de quelques murmures simiesques apaisant un dictionnaire effrayé. Au bout d'un moment, la bibliothèque finit par se calmer, et Rincevent sentit les muscles de ses épaules se relâcher. Mais c'était une paix précaire. Ici et là, une page bruissait. Des étagères au loin parvenait le craquement sinistre d'un dos. Passée la première panique, la bibliothèque restait vigilante et nerveuse, comme un chat à longue queue dans une fabrique de rocking chair. Le bibliothécaire revint par les allées de sa démarche tranquille. Il avait une figure dont seul un pneu de camion pouvait tomber amoureux, figé à demeure dans un vague sourire. Mais Rincevent sut, en le voyant, se glisser dans son cagibi sous le bureau et se recouvrir la tête d'une couverture que le primate était terriblement inquiet. Examinait Rincevent, tandis qu'il scrute autour de là les rayonnages menaçants. Il existe 8 niveaux de magie dans le disque. Au bout de 16 ans, Rincevent n'a même pas franchi le premier. Certains de ses tuteurs en sont venus à le croire incapable même de dépasser le niveau 0, auquel naissent la plupart des gens normaux. En d'autres termes, on a avancé l'idée qu'à la mort de Rincevent, l'aptitude moyenne de la race humaine dans les sciences occultes s'élèverait d'un cran. Il est grand, maigre et aborde les poils rabougris typiques de ceux que la nature ne destinait pas à porter la barbe. Il est vêtu d'une robe rouge sombre qui a connu de meilleurs jours, voire de meilleures décennies. Mais on sait qu'on a affaire à un mage parce qu'il est coiffé d'un chapeau pointu à bord flottant. Le couvre-chef arbore le mot « mage », brodé en grandes lettres d'argent par une main dont le travail d'aiguille laisse encore plus à désirer que l'orthographe. Une étoile en orne le sommet. Il a perdu la plupart de ses paillettes. Rincevent se plaqua le chapeau sur le crâne et poussa les antiques portes de la bibliothèque pour émerger dans la lumière dorée de l'après-midi. À un après-midi calme, tranquille, uniquement troublé par les croassements hystériques des corbeaux qui décrivaient des cercles au-dessus de la tour de l'art. Rincevent les observa un moment. Les corbeaux de l'université, c'étaient des durs à cuire. Il leur en fallait beaucoup pour les impressionner. Par ailleurs, le ciel était d'un bleu pâle teinté d'or, et quelques volutes de nuages duveteux s'éclairaient de rose dans la lumière du jour qui se rallongeait.
Les châtaigniers centenaires de la cour étaient en pleine floraison. Par une fenêtre ouverte s'échappaient des notes de musique d'un mage qui travaillait son violon, plutôt mal. Rien d'alarmant dans tout ça. Rincevent s'appuya contre le mur chaud et poussa un cri. Le bâtiment tremblait. Le mage sentait des vibrations lui passer dans les mains et lui remonter le long des bras, une faible sensation rythmique, juste à la bonne fréquence pour exprimer une terreur irrépressible. Même les pierres avaient la trouille. Il baissa les yeux en entendant un petit tintement. Une plaque d'égout ornementale bascula en arrière, et l'un des rats de l'université passe à ses moustaches au dehors. Il jeta à Rincevent un coup d'œil affolé quand il s'extirpa du trou et fila devant lui en flèche, suivi de dizaines de ses congénères. Certains portaient des vêtements, mais c'était chose courante à l'université, où la haute teneur en magie résiduelle avait d'étranges effets sur les gènes. Rincevent regarda à la ronde et vit d'autres torrents de corps gris quitter l'université par toutes les gouttières et s'écouler vers le mur extérieur. Le lierre près de son oreille bruissa et une bande de rats effectua une série de sauts de la mort jusqu'à son épaule avant de se laisser glisser à bas de sa robe. Ceci dit, ils l'ignorèrent complètement, mais, une fois encore, c'était chose parfaitement courante. La plupart des êtres vivants ignoraient Rincevent. Il fit demi-tour, rentra à toutes jambes dans l'université, ses robes lui claquant autour des genoux, et ne s'arrêta que devant le cabinet de l'intendant. Il cogna à coups redoublés sur la porte qui s'ouvrit en grinçant. « Ah, c'est Rincevent, hein ?» fit l'intendant sans grand enthousiasme. « C'est à quel sujet ?»« On coule !» L'intendant le fixa un moment. Il s'appelait du zinc, grand, filiforme. Il donnait l'impression d'avoir été cheval dans des vies antérieures et d'y avoir échappé d'un crin dans celle-ci. Il donnait aussi toujours l'impression de regarder les gens avec ses dents. « On coule ?»« Oui, tous les rats nous quittent. » L'intendant le fixa encore une fois. « Entrez, Rincevent !» l'invita-t-il, aimable. Rincevent le suivit dans la pièce sombre et basse jusqu'à la fenêtre de l'autre côté. Elle ouvrait sur les jardins qui descendaient vers le fleuve, dont le cours suintait tranquillement vers la mer. « Vous n'avez pas forcé la dose ?» fit l'intendant. « La dose de quoi ?» répondit Rincevent, l'air coupable. « C'est une construction en dur, vous comprenez ?» dit l'intendant. À l'instar de la plupart des mages en présence d'un mystère, il entreprit de se rouler une cigarette. Pas un navire, ça se voit à certains détails, vous savez. Pas de marsouin qui patifole à la proue, absence de fond de cale, tout ça. Les risques de sombrer sont réduits. Sinon, il ne nous resterait plus qu'à embarquer dans les cabanes à outils et à gagner le rivage à la rame. Hein ? Mais les rats ? Un bateau de grain dans le port, j'imagine. Un quelconque rituel, de printemps. Je suis sûr d'avoir aussi senti les murs trembler, dit Rincevent avec une ombre d'hésitation. Ici, dans cette pièce au calme, devant le feu qui crépitait dans l'âtre, tout ça perdait de sa réalité. Une secousse sismique passagère. La grande Hatuine a eu le hoquet. Peut-être faudrait vous ressaisir. Vous n'avez pas bu, hein ? Non. Ça vous dirait ? Duzinc s'approcha à pas feutrés d'un petit meuble de chêne foncé et sortit deux verres qu'il remplit au cruchon d'eau. En général, je réussis mieux le sherry à cette heure de la journée, dit-il. Et il étendit les mains au-dessus des verres. Dites, vous voulez quoi ? Sec ou doux ? Non merci, fit Rincevent. Vous avez peut-être raison. Je crois que je vais aller me reposer un peu. Bonne idée. Rincevent s'enfonça au hasard dans la fraîcheur des couloirs de pierre. De temps en temps, il touchait le mur, paraissait écouter, puis secouait la tête. Alors qu'il traversait une nouvelle fois la cour, il vit une nappe de souris passer en masse par-dessus un balcon et trottiner en direction du fleuve. Le sol sur lequel elle courait avait l'air de bouger lui aussi. Lorsque Rincevent y regarda de plus près,
il s'aperçut qu'il était recouvert de fourmis. Il ne s'agissait pas de fourmis ordinaires. Des siècles de fuite de magie dans les murs de l'université avaient eu de drôles d'effets sur les insectes. Certains tiraient de toutes petites charrettes, d'autres chevauchaient des scarabées, mais toutes vidaient les lieux aussi vite que possible. L'herbe de la pelouse ondulait à leur passage. Il leva la tête lorsqu'un vieux matelas de toile rayée s'extirpa d'une fenêtre d'étage et s'écrasa sur les dalles en dessous. Après une brève pause, apparemment pour reprendre son souffle, il décolla légèrement du sol, puis il se mit à flotter délibérément au ras de la pelouse et fonça sur Rincevent qui parvint de justesse à bondir hors de sa route. Le mage entendit des pépitements aigus et eut la vision fugitive de milliers de petites pattes décidées sous le tissu ventru avant qu'ils ne disparaissent en trombe. Même les punaises de lit déménageaient et au cas où elles ne trouveraient pas de logement aussi confortable ailleurs, elles prenaient leurs précautions. L'une d'elles lui adressa un signe et lui couina un bonjour. Rincevent recula. Il buta des mollets contre quelque chose et son sang se glaça. Un banc de pierre. Il l'observa un instant. Le banc n'avait pas l'air pressé de partir. Il s'y assit avec reconnaissance. Il y a sûrement une explication naturelle, songeait-il. Ou une explication surnaturelle parfaitement normale, en tout cas. Des raclements le firent tourner le regard de l'autre côté de la pelouse. Il n'y avait pas d'explication naturelle à ça. Avec une lenteur incroyable, glissant le long des parapets et des gouttières dans un silence total en dehors du grattement occasionnel de la pierre sur la pierre, les gargouilles quittaient le toit. Dommage que Rincevent n'ait jamais vu de mauvais arrêt sur image. Il aurait alors su précisément comment décrire ce qu'il y avait sous ses yeux. Le créateur ne se déplaçait pas exactement, mais arrivait à progresser par une succession rapide de tableaux vivants. Elles passèrent qu'à un cas devant lui, en une procession famélique de becs, de crinières, d'ailes, de griffes et de fientes de pigeons. « Qu'est-ce qui se passe » glapit-il. Une chose à figure de gobelin, corps de harpie et pattes de poulet tourna la tête par saccades brèves et parla d'une voix qui rappelait un péristaltisme de montagne. Mais l'effet de résonance grave était mal rendu parce qu'elle ne pouvait évidemment pas fermer la bouche. Elle dit « Un ourolier arrive !»« Oui. » Vous êtes un homme. » Je vous demande pardon, fit Rincevent, mais la chose était déjà passée et traversait tant bien que mal l'antique pelouse. Rincevent donc, assis sur son banc, fixa le vide d'un regard absent pendant 10 bonnes secondes, avant de pousser un petit cri et de se mettre à courir de toute la vitesse de ses jambes. Il ne s'arrêta qu'une fois dans la chambre, dans le bâtiment de la bibliothèque. Pas extraordinaire la chambre, on s'en servait surtout pour entreposer de vieux meubles, mais c'était chez lui. Une armoire se dressait contre le mur dans l'ombre. Non, pas de ces armoires modernes, conçues uniquement pour que les amants inquiets sautent dedans au retour prématuré du mari, mais une antique penderie de chêne couleur de nuit. Dans ces abysses poussiéreux, des porte-manteaux se tapissaient et se reproduisaient. Des bandes de souliers craquelés patrouillaient dans le fond. Il pouvait parfaitement s'agir d'une porte de ces mondes fabuleux, mais personne n'avait jamais cherché à le savoir à cause de l'odeur pénible des boules de naphtaline. Au sommet de l'armoire, enveloppé dans des morceaux de papier jauni et de vieilles housses, reposait un gros coffre cerclé de cuivre. Le bagage était son nom. Lui seul savait pourquoi il acceptait d'appartenir à Rincevent. Ça restait son secret, mais sans doute aucun autre article dans toutes les annales des accessoires de voyage n'avait-il son passé de mystère et de coups et blessures. Les descriptions qu'on en avait faites le situaient à la mi-chemin entre la valise et le maniaque homicide. Il possédait nombre de particularités inhabituelles qui risquent, ou ne risquent pas, de se manifester d'ici peu. Mais pour l'heure, une seule le classait déjà à part de tous les autres coffrets cerclés de cuivre. Il ronflait.
on aurait dit qu'on sciait très lentement une bûche. Le bagage était peut-être magique. Il était peut-être terrible. Mais au fond de son cœur énigmatique, il était comme tous les autres bagages du multivers et préférait passer la saison froide à hiberner au-dessus d'une armoire. Rincevent lui flanqua des coups de balai jusqu'à ce que la scie se taise, puis il se remplit les poches de bricoles qu'il ramassa sur le cajot de bananes qui lui servait de table de toilette et se dirigea vers la porte. Il ne put s'empêcher de remarquer que son matelas avait disparu, mais il s'en moquait. Il était clair qu'il n'allait plus jamais dormir sur un matelas, non jamais. Le bagage atterrit sur le plancher avec un bruit sourd. Au bout de quelques secondes, et avec un grand soin, il se souleva sur des centaines de petites jambes roses. Il se pencha un peu d'avant en arrière pour s'étirer chaque membre, puis ouvrit son couvercle et bâilla. « Tu viens ou quoi ?» Le couvercle se referma dans un claquement. Le bagage manœuvra en une succession compliquée de frottements de pieds afin de s'orienter face à la porte. Puis il se mit en marche dans le sillage de son maître. La bibliothèque était encore dans un état de tension que troublait de temps à autre un claquement de chaîne ou le crépitement assourdi d'une page. Rincevent plongea la main sous le bureau et agrippa le bibliothécaire, toujours replié sous sa couverture. « Viens, je te dis, Wouk !»« Je te paye un coup à boire, » fit Rincevent au désespoir. Le bibliothécaire se déplia comme une araignée à quatre pattes. « Wouk !» Rincevent traîna à moitié l'anthropoïde de son nid pour le faire sortir de la salle. Il ne se dirigea pas vers les portes principales, mais vers les autres parties du mur, par ailleurs ordinaires, où quelques pierres branlantes offraient depuis 2000 ans aux étudiants un moyen discret de rentrer après l'extinction des feux. Il s'arrêta alors si brutalement que le bibliothécaire lui rentra dedans, et que le bagage les carambola tous deux. « Ok ! Oh, bon Dieu !» fit-il. « Regarde-moi ça ! Ok !» Une marée noire luisante s'échappait d'une grille près des cuisines. La lumière des étoiles du soir qui tombaient se réfléchissait sur des millions de minuscules d'eau noire. Mais le plus inquiétant, ce n'était pas la vue de ces cancres-là. C'était le fait qu'ils marchaient au pas, à 100 de front. Bien entendu, comme tous les résidents officieux de l'université, les cancres-là sortaient un peu de l'ordinaire, mais il se dégageait une impression désagréable de martèlement de milliards de tout petits pieds qui attaquaient le sol en cadence parfaite. Rincevent enjamba prudemment la colonne en marche. Le bibliothécaire sauta par-dessus. Le bagage, évidemment, les suivit dans un bruit de danseurs de claquettes sur un paquet de chips. Ainsi, après avoir contraint le bagage à quand même faire le tour de la porte pour lui éviter de défoncer le mur, Rincevent quitta l'université avec tous les autres insectes et petits rongeurs. Il se disait que si quelques bières au calme ne suffisaient pas à lui faire voir les choses sous un jour différent, alors quelques tournées supplémentaires y parviendraient sans doute. Ça valait sûrement le coup d'essayer. Voilà pourquoi il n'assista pas au dîner dans la grande salle. Ce repas allait se révéler le plus important qu'il ait jamais sauté de sa vie.